Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 25e numéro du Manso Catch. C'est reparti donc pour le lancement de la saison 3 déjà du Manso Catch. Donc c'est cool de pouvoir continuer l'aventure avec vous donc pour une troisième saison. Je pense que vous avez vibré dans cette petite intro. Je l'avais déjà faite il y a quelques années, mais c'est vrai que voilà, c'est pour donner un peu de hype et je suis sûr que vous avez un petit peu vibré et que ça vous donnera peut-être encore plus envie de voir ce Rumble qui va donc avoir lieu le week-end prochain. C'est toujours un événement très très important, très attendu par les fans. Personnellement, mon pay-per-view préféré. C'est toujours une énorme hype et beaucoup d'attentes et beaucoup d'excitation par rapport à ce qui pourrait se passer, les entrées, les surprises, etc. C'est toujours un grand événement et évidemment ça nous lance dans la Road to WrestleMania, donc c'est toujours très important et très attendu. Donc on va en parler dans les pronostics. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs annoncés pour le moment et pas beaucoup de participants non plus. Donc c'est pour l'instant, on dirait assez mystérieux ce qui se trame. Évidemment, donc on va parler de tout ça dans quelques instants. Je vais faire rapidement un petit sommaire donc de ce Manso Catch. Le voici, donc comme je le disais, les pronostics du Royal Rumble et on finira comme le veut la tradition par le top 5 des matchs que j'ai préférés ce dernier mois, évidemment c'est selon mes goûts personnels. Et il y en a énormément, beaucoup de matchs, puisque ça font monter à mi-décembre pratiquement. Il y a mon précédent Manso Catch, tous les matchs qu'il y a eu en fin d'année, en début d'année, il y a eu beaucoup de matchs, notamment au Japon et pas que. Donc il y a eu énormément de choses à voir et eu énormément de bonnes choses à voir. Donc là aussi, ça a été comme souvent très difficile de faire un choix, mais il y a forcément besoin de faire des choix et d'en exclure, ça fait mal, mais évidemment il y a plus que 5 matchs, que 5 bons matchs à retenir, il y en a évidemment des dizaines et des dizaines, mais il faut faire un choix. C'est là toute la complexité du top 5. Voilà, on va donc commencer tout de suite par donc la première partie, le gros morceau, à savoir les pronostics du Royal Rumble, avec donc le poster que l'on connaît, le poster officiel, le voici, voilà, avec plusieurs visages représentés. On verra d'ailleurs si ce poster est annonciateur de plusieurs participants ou non. Il y en a, on le sait déjà, qui seront présents en tout cas lors du pay-per-view, on le voit, comme Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight, et puis certains autres qui vont participer au Rumble. On voit aussi Logan Paul, on voit Randy Orton. Donc il n'y a pas non plus il y a Kevin Owens aussi qu'on voit. Voilà, il y en a, on sait qu'ils vont participer. Il y a une question qui peut se poser, c'est par rapport aux championnes, deux championnes solo, Ripley et Io Sky, qui figurent aussi sur ce visuel. Bon, ça n'a pas forcément grand sens par rapport à ce qui pourrait se passer. Ça n'est pas forcément annonciateur de quoi que ce soit. On voit bien Rey Mysterio d'ailleurs aussi, et on sait que lui, il est blessé. On n'est pas prêt de le voir. Bon, on va commencer donc du coup par le premier match, l'un des 4 matchs annoncés pour le moment. On peut se dire qu'il va y en avoir sûrement un cinquième parce que j'imagine pas un pay-per-view à seulement 4 matchs. Ça sera probablement plus un format takeover maintenant comme on y est habitué un petit peu avec Triple H. 5 voire 6 matchs, pas plus. Il y en avait 5 l'année dernière. Je pense que vu la durée des Rumble, 5 ça peut suffire. Traditionnellement, c'est quand même plutôt un match de championnat féminin qui a lieu lors du Rumble, mais c'est vrai que là, je trouve que c'est pas si évident d'en faire un parce que Io Sky elle a pas de challenges vraiment très bien définie et très bien construite actuellement. Éventuellement Belair, mais Belair participe au Rumble. Bon, elle peut faire les deux, vous me direz, mais j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. Et Rhea Ripley, c'est pareil, elle a pas vraiment de grandes challengers annoncées, si c'était évidemment Becky Lynch qui s'est présenté face à elle lundi dernier à Raw, mais pour Mania quoi. Elle veut gagner le Rumble et puis affronter Ripley à Mania, voilà, c'est un peu l'histoire. Donc je ne pense pas que ce soit pour le Rumble. Il y a Nia Jax aussi, il y a toujours ce match qui a été évité, qui a été protégé avec Ripley, mais c'est pareil, elle participe aussi au Rumble, Nia Jax, donc à voir. Ça peut être éventuellement une option, mais même au niveau des matchs de championnat féminin solo, je ne vois pas de match
je dirais qui s'inscrirait comme ça naturellement. Pour l'instant, effectivement, il y a deux matchs normaux, on va dire, qui viennent de SmackDown hein, dans la carte, et puis les deux Rumble. Donc on peut se dire que si ajout il y a, ce qui devrait être le cas, ça serait plutôt du côté de Raw qu'il faudrait regarder. Peut-être le championnat intercontinental, même si Gunther aussi s'est annoncé au Rumble. Du coup, ça laisse le doute. Est-ce qu'ils vont peut-être faire un match de championnat tag puisqu'on voit que DIY est en train de prendre de l'importance. Est-ce que ce serait pas un DIY contre Balor et Priest? Ça peut être une possibilité. On peut exclure notamment les titres tag féminins, puisque les titres tag vont être défendus la veille à SmackDown, donc contre Katana Chance, Kaden Carter et les Kabuki Warriors. Le Final Testament contre Bobby Lashley et Street Profits, c'est aussi prévu à SmackDown la veille. Donc ça aussi, on peut exclure tout ça. Donc je pense qu'il faut quand même regarder du côté de Raw et on verra ce qui va être ajouté. C'est vrai que c'est pour l'instant assez mystérieux. Je pense on en rajouterait juste un cinquième et pas plus. Je pense pas qu'on ira au sixième. On sait jamais, mais pour l'instant je vois pas grand chose de très clair se définir pour étayer cette carte. Donc voilà, on va commencer donc par le premier match annoncé, à savoir Logan Paul contre Kevin Owens. Hein, voilà, donc c'est un match qu'on sentait venir avec ce tournoi donc pour désigner un prochain challenger pour Logan Paul. Un tournoi, voilà, comme on le voit souvent maintenant avec Triple H hein, du côté de SmackDown. Euh, une, une bonne petite finale correcte en tout cas entre Escobar et Kevin Owens. Il n'y avait pas trop de suspense hein, avec donc Logan Paul qui attendait son adversaire aux commentaires et qui était près du ring. Donc puis on se doutait que ça allait être plutôt pour Owens, c'est pas pour Escobar. Ça a été le cas. Donc victoire d'Owens. Il y a eu une confrontation déjà avec Logan Paul. Kevin Owens lui a foutu une bonne droite. Hein. Alors il y a forcément il y a cette histoire de plâtre hein, que maintenant que Kevin Owens porte. Qui va certainement avoir son petit rôle à jouer dans l'histoire. C'est vrai qu'ils insistent beaucoup là-dessus. Logan Paul a prévenu en disant qu'il risquait de poursuivre Kevin Owens s'il utilisait ce plâtre au Rumble, qu'ils annuleraient le match. Donc il y a cette petite histoire autour de ça. Il y a eu un Kevin Owens show là cette semaine aussi à SmackDown. Owens lui a promis justement de ne pas porter ce plâtre et puis au moment où il le retire, boum, il se prend une droite donc de Logan Paul qui vient coucher là Kevin Owens. Voilà, donc là pour l'instant il y a un petit avantage psychologique pour Logan Paul. Bon, c'est pas un segment fameux. Ça tourne un peu toujours autour des mêmes choses. Hein. C'est un peu comme avec Rollins à l'époque, quoi. C'est toujours autour du ouais Logan Paul. On lui a dressé le tapis rouge. Il est arrivé en VIP. On lui a déjà tout donné. Voilà le titre US tout de suite, pratiquement tout de suite. Alors que moi, Kevin Owens, ça fait 25 ans que je suis là, que j'en bave, etc. Donc c'est toujours un peu autour de ça. Alors, les passes droits, la facilité, les raccourcis pour Logan Paul. Il appartient pas à notre monde. Hein. Tu n'as rien à faire là, hein, tu es un imposteur en quelque sorte. Donc voilà, ça repose là-dessus, il n'y a pas grand chose d'autre. Mais l'affiche en soi, elle est plutôt sympathique et intéressante. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant et de très très bon, je dirais, in-ring. Ça fera largement le taf. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Les deux, évidemment, ensemble, ils peuvent aussi nous donner de bonnes manœuvres in-ring, quelque chose d'assez spectaculaire. Et il y aura en plus possiblement du storytelling, donc par rapport au bras de Kevin Owens et de son poignet là. Et donc avec le plâtre, qui pourrait aussi avoir son rôle à jouer, peut-être qu'il sera caché sous le ring ou quelque chose comme ça. Est-ce que Logan Paul ne va pas cacher quelque chose, encore un point américain? Est-ce qu'il va pas faire venir encore un de ses assistants, de ses potes là, pour venir lui donner un point américain, puisque ça commence à devenir récurrent maintenant avec lui, pour finir encore avec de la hit? C'est pas impossible. En tout cas pour le pronostic, je ne vois pas de changement de titre, tout simplement, voilà, parce que Logan Paul, même si c'est plus un part-timer, bah ce n'est que sa première défense de titre, hein, puisque il a obtenu ce titre donc à Crown Jewel en novembre contre Rey Mysterio, mais depuis il n'avait pas encore défendu ce titre. Hein. Donc je vois pas Logan Paul perdre déjà ce titre pour sa toute première défense. On est au Rumble, donc c'est jamais un bon moment, je dirais, pour perdre un titre parce que c'est la road to WrestleMania qui est lancée.
et Logan Paul, comme il incarne un peu cette mouvance des catcheurs célèbres et qui amène un peu de star power pour Mania. Donc je pense que l'histoire ne doit pas se terminer là au Rumble, quoi. C'est pas le moment. Donc il faut encore amener de la hit et conserver ce titre pour l'emmener au moins jusqu'à Mania. Et là, il pourra le perdre à ce moment-là. Je pense forcément à LA Knight qui sera, vu que Kevin Owens était l'un des gros aussi candidats pour pouvoir prendre le titre à Logan Paul à Mania. Bon, là, ça risque de ne pas être du coup Owens, donc ça enlève une grosse possibilité. Et donc LA Knight va devenir le gros favori, hein, je pense pour le lui prendre. Parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire pour au moins récompenser LA Knight, c'est de lui donner ce titre US. Donc je pense que ce sera ça l'idée. J'avais toujours cette vieille idée de Ricochet avec ce turn finish business quand même entre Logan Paul et lui. C'est vrai qu'ils n'ont pas fini l'histoire. Il a perdu à SummerSlam avec de la hit, avec ce coup de poing américain. Il a jamais vraiment pu prendre sa revanche, ce Ricochet. Il y avait ces petites interactions avec sa femme, avec Samantha Irvin. Donc il y aurait pu avoir des choses à faire pour au moins la revanche. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en suis de moins en moins sûr, d'autant plus que maintenant les deux ne sont plus dans la même brande. Ricochet, il est très discret, on le voit pas. Je suis même pas sûr qu'il va participer au Rumble, donc c'est dire. Donc pour l'instant, Ricochet, il est très effacé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc on faudra voir, mais c'est pas la piste pour l'instant la plus chaude que je verrai pour Mania pour aller chercher Logan Paul. Donc pour moi, ce serait plutôt LA Knight. Quoi qu'il en soit, que ce soit Ricochet, LA Knight ou un autre, voilà, c'est dans la même idée, hein, c'est-à-dire que c'est le même raisonnement, c'est que Logan Paul va conserver au Rumble, quoi. Donc il faudra donner autre chose, hein, à Owens pour Mania, un autre programme. Je pense qu'il y aura quand même d'autres choses à faire. Je serais curieux de voir d'ailleurs ce qu'ils vont faire, parce que c'est pas si évident de ça, de voir ce qui attend Owens à Mania. Il pourrait aussi participer au Rumble d'ailleurs, hein, Kevin Owens, hein, ça n'empêche pas, tout comme Logan Paul aussi d'ailleurs. Donc on sait très bien maintenant que ça fait plusieurs années que c'est comme ça, qu'on peut tout à fait avoir un match normal entre guillemets au Rumble et puis participer aussi au Rumble par la suite. Ça ne pose pas de problème. Donc le match devrait être sympa. Peut-être pas à 4 étoiles, mais quoi qu'on on peut ne pas en être loin. Donc j'attends quand même un bon storytelling, notamment donc autour du bras de Owens, et un résultat avec de la hit sûrement. Il y aura quelque chose d'intéressant à raconter, voilà. Et puis du bon jeu, de bonnes performances in ring, je pense. Donc faut faire confiance à ces deux-là. Je pense que surtout avec Owens qui est un vieux routier du ring, donc il saura faire ce qu'il faut pour mettre en avant Logan Paul. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc victoire de Logan Paul. Voilà, je vois pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On peut peut-être éventuellement aller chercher aussi du côté d'Austin Theory, Grayson Waller, peut-être pour venir faire coucou éventuellement, puisqu'il y a eu beaucoup de petites interactions entre Owens et ces deux-là. Bon, j'en suis pas si sûr, je pense que ça peut rester quand même entre ces deux-là, et que la seule intervention, ce serait éventuellement un assistant ou un copain de Logan Paul. Voilà, on va passer maintenant au match suivant, qui sera pas le main event, je pense, mais on va dire le co-main event, à savoir le Fatal 4-Way, comptant pour le titre Undisputed du côté de SmackDown, donc contre Roman Reigns, le champion, LA Knight, AJ Styles et Randy Orton. Alors c'était l'une des deux options qui était envisagée, c'était de voir ce Fatal 4-Way. C'est vrai que à la base, on avait l'air d'être bien parti pour un Orton Reigns. D'ailleurs, les rumeurs disaient que c'était vraiment ça qui était prévu à la base, mais qu'il y a eu un changement de plan, et pour aboutir à ce 4-Way. Oui, on a eu ce triple threat à la base, hein, lors du début d'année, donc l'épisode spécial de SmackDown, hein, New Year's Revolution entre Styles, LA Knight et Orton. Et un triple threat qui, bizarrement, alors c'est toujours assez particulier, se termine par un no contest finalement, alors que c'est un match no DQ, et bon, intervention de Reigns qui détruit tout le monde. Moi j'aime pas ce booking parce que non seulement c'est un triple threat, donc on n'a pas de raison d'arrêter le match sur une intervention extérieure, puisque c'est no DQ par essence, et en plus ça rend à nouveau le champion complètement débile, ça le fait paraître nul et complètement débile, parce que c'est quand un champion qui est là et que il y a un match pour désigner un challenger, n'intervient pas, parce que forcément si t'interviens, tu t'exposes à un match à plusieurs.
entre tout le monde, quoi. Donc c'est complètement débile, ça n'a aucun sens, et c'est quelque chose que j'ai vu souvent et que je déplore, que je trouve complètement con, qui fait toujours passer le champion pour un débile, quoi. Et donc, bah évidemment, Aldis, bah, c'est ce qu'il a dit à Paul Heyman, c'est comme ça que ça conclut le show d'ailleurs. Bah voilà, on va avoir un Fatal 4-Way. Voilà, bah, ça me paraissait évident, hein. Donc on protège toujours le Reigns Orton, c'est quand même quelque chose à noter, qui peut être intéressant aussi quand même pour la suite. Le build-up, voilà, c'est plutôt globalement bien ficelé, plutôt avec de la logique par rapport aux adversaires, puisque chacun des trois faces, on va dire, ont des raisons de s'en prendre encore à Reigns et à la Bloodline. Ils ont tous un peu de l'unfinished business. AJ Styles il est intervenu de blessure, en tout cas in kayfabe. Il s'est fait attaquer par la Bloodline, notamment par Jimmy et Solo, donc forcément il est revanchard. Il s'en était pris quand même à LA Knight au passage, avec un petit peu de rancœur quand même, hein, c'est ce qu'il lui a expliqué en disant ouais mais t'as quand même marché sur mon cadavre en gros pour aller chercher Reigns par la suite, quoi. Donc tu m'as pris un peu mon spot, quoi. Bah, LA Knight, lui, qui considère que bah, le match de Crown Jewel, bah, il aurait dû être champion parce que s'il n'y avait pas eu cette intervention des cousins, comme il dit, donc là aussi, bah, il est revanchard. Et bah, Randy Orton, pareil, évidemment, qui s'est absenté pendant très très longtemps. Suite aussi à une attaque de la Bloodline. Alors on sait que c'était pas la vraie raison, hein, ça reste aussi kayfabe pour ça. Donc les trois ont des raisons valables de s'en prendre à Reigns et à la Bloodline. Donc les trois ça s'associe et c'est logique pour dans l'histoire, avec évidemment de la tension entre les trois. Mais quand même, hein, on sent qu'il y a la tension elle est plus entre AJ Styles et LA Knight, hein, finalement. Et on a, je dirais, un Orton un peu plus en roue libre, un peu tranquille, voilà, qui lui s'amuse un peu avec Paul Heyman. Voilà, il est un petit peu plus, je dirais, un peu plus sur le reculoir. Lui il vient distribuer les RKO, un peu voilà, comme il le fait, comme il l'a fait dans toute sa carrière. Il en a sorti quand même un pour tout le monde, hein, lors du dernier SmackDown. Hein, il en a sorti un pour LA Knight, un pour AJ Styles et même un pour Reigns, hein, qui était intervenu après. Il a tenté un spear et puis il s'est pris ce RKO en plein spear, donc c'était plutôt bien réalisé. Mais on a un Orton du coup qui finit assez fort du segment. Ce que j'aime un peu moins, c'est quand même que LA Knight et AJ Styles, je les trouve un petit peu quand même un petit peu effacé par rapport à, il n'est pas forcément bien mis en avant dans sur les dernières weekly là, et notamment au vendredi où il y a Solo Sikoa qui a envie de se racheter parce qu'il n'a pas forcément bien fait son boulot, il se sent un peu fautif vis-à-vis de Reigns, il veut se racheter, donc oui il attaque les deux là, LA Knight et AJ Styles qui s'affrontaient donc justement dans le main event de SmackDown là cette semaine, et donc ça a provoqué un DQ. Donc ils s'en prend aux deux, mais voilà, Samoan Spike pour les deux, donc c'est un peu trop facile, quoi. Ils s'attaquent aux deux, et puis après il veut Orton, et puis bon bah un petit RKO et puis c'est terminé, quoi. Orton fait un RKO à Solo et il le one shot, quoi. Alors que bon, Solo il est vendu assez fort, le mec il a assassiné entre guillemets John Cena dernièrement, donc ouais là il suffit d'un RKO et puis c'est fini. Et puis ce Solo, donc qui se fait one shot là par Orton, c'est donc celui qui vient juste avant donc de porter de Summon Spike tranquillou à Knight et Styles. Bon, on a l'impression quand même que Orton c'est la seule vraie menace dans toute cette histoire pour prendre le titre à Reigns. Et Styles, AJ Styles et les Knight, ouais, je les trouve un peu plus secondaires là-dedans, pas comme des vraies menaces, quoi. Donc c'est un peu ça qui me gêne dans la construction. Donc au micro, voilà, dans les segments, c'était pas mal ce qu'on voyait. Il y avait un peu de baston, voilà, je dirais du bon catch, du bon programme de weekly. C'était du bon contenu, mais j'aime moins la façon dont chacun paraît. C'est pas forcément bien équilibré. Et on aurait même l'impression, finalement, que ça aurait été mieux d'avoir directement un Reigns contre Orton, hein, si c'est pour avoir ça. Parce qu'on voit pas trop de menaces du côté des Jay ou des Knight, quoi. Voilà donc un peu pour le build-up. Un Fatal 4-Way c'est pas forcément une mauvaise idée. En plus on n'y est plus trop habitué avec Reigns. On l'a pas vu dans un match à plusieurs depuis longtemps. On se souvient du match de Mania 37 contre Bryan et Edge. Mais il en fait pas souvent finalement dans ses défenses de titre. Donc ça changera un petit peu.
Et ça me semble être une bonne idée, à la fois aussi pour le protéger par rapport à sa santé, pour qu'il y ait moins d'efforts à fournir. Hein, forcément, quand il y a des matchs Fatal 4-Way ou Triple Threat, bah, il peut faire un petit peu dodo à l'extérieur, laisser les autres s'entretuer. Voilà, comme ça le match continue de suivre son cours sans qu'on s'ennuie. Et voilà, l'autre pendant ce temps-là, il se repose. Et ça permet aussi, je pense, à un mec comme LA Knight de pas trop pâtir d'un match un contre un, même si c'était décent contre Reigns à Crown Jewel. Bon, faut pas que ça dure trop longtemps avec lui en un contre un, parce que sinon on peut vite se faire chier. Donc un match à plusieurs, ça me semble aussi bien pour lui. Voilà, autant AJ Styles, Kevin Owens, ça va assurer au niveau des performances in ring. Ce sont ces deux-là qui vont faire le show à ce niveau-là. Donc du coup pour moi ça c'est plutôt pas mal comme idée d'avoir ce Fatal 4-Way, et ça devrait permettre d'avoir quelque chose d'assez dynamique, bien raconté, avec de bonnes réactions du public. Ça devrait plutôt être efficace. Et puis bah, ça forcément, Fatal 4-Way, hein, c'est no DQ, donc bon. Voilà, j'ai l'impression de l'avoir dit 100 fois dans les pronostics des matchs de Reigns, mais oui, bah, intervention de la Bloodline. Donc oui, forcément, Solo Sikoa, Jimmy Uso risque d'être là pour foutre la merde. Ça paraît évident. Il n'y a aucune raison qu'ils n'interviennent pas de toute façon, hein, surtout que c'est no DQ. Donc ils vont intervenir, c'est sûr, c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus d'intervention. Je pense que ça va être ces hommes-là en présence. Hein, je vois pas d'autres interventions. Peut-être, éventuellement, vu ce qui se trame un petit peu entre The O.C. qui se déchire un petit peu, un AJ Styles qui prend ses distances avec The O.C. Justement The O.C., enfin Gallows, Anderson qui disent non mais nous on te soutient toujours. Hein, pareil pour Mia Yim, donc ils ont besoin aussi enfin ils sentent qu'ils disent à AJ Styles qu'ils le soutiennent, mais que un AJ Styles lui il prend ses distances quoi, donc il devient un peu plus loup solitaire, donc peut-être l'occasion de prouver leur valeur et de montrer à AJ Styles que voilà ils sont là pour lui. Peut-être que ça peut être ça, qu'on peut avoir un Gallows Anderson pour venir peut-être faire le save et sortir Jimmy Uso et Solo Sikoa de l'échiquier pendant le match. On sait jamais. Ça peut être aussi une idée. Donc ça on verra. Sinon, pourquoi pas d'ailleurs, j'y pense. Hein, alors j'y pensais pour le Rumble. Bon, ça paraît peut-être un peu fou, mais pourquoi pas Naomi pour son grand retour, pour aussi prêter main forte à son mari Jimmy, si Mia Yim venait aussi à intervenir, histoire d'avoir une sorte de feud un peu, une espèce de feud mixte, je dirais, entre les membres de la Bloodline et The O.C. Pourquoi pas? J'y crois pas des masses. Mais on sait jamais, hein, avec une Naomi qui reviendrait, mais plutôt en heal pour la faire. On sait jamais comment ça pourrait éventuellement se passer. Voilà, c'est pour essayer de trouver un peu des idées un peu étonnantes et intéressantes dans la narration du match. Mais je suis moins inquiet du coup là, avec cette configuration à 4. Ça devrait faire le café. Alors oui, je n'ai pas parlé du pronostic, mais pour moi, il n'y a pas trop de suspense. Victoire de Reigns, c'est un peu le même raisonnement qu'avec Logan Paul. C'est surtout pas le moment de perdre son titre en fait. C'est déjà arrivé hein, au Rumble, hein. Mais je vois pas. C'est surtout voilà, on est sur un règne tellement historique. Maintenant pour Reigns que c'est pas là que ça va arriver, sa perte de titre. En tout cas, s'il doit le perdre un jour, parce que là, à un moment donné, on commence à se poser des questions. Voilà, je maintiens toujours que ce serait à Mania qu'il faudra en finir. Mais c'est pas au Royal Rumble que ça va arriver. Enfin, ça paraît pas possible. Et puis bon, bah, quand on voit Paul Heyman qui en fait des tonnes et qui se plaint de ce Fatal 4-Way, non, mais ça aurait dû être un 1 contre 1. Là, c'est sûr. Là, Reigns, il va paumer. Là, il a aucune chance. Là, 3 contre 1, il va pas y arriver, quoi. Donc Paul Heyman, il en fait des tonnes, des tonnes. Donc évidemment, bon bah, c'est pour que Reigns gagne l'arrivée, quoi. Hein, évidemment, hein, ça va être toujours la même chose. Et puis pour le pin, bah forcément, ça sera soit AJ Styles, soit LA Knight qui va se le prendre. Ça paraît évident. Orton, ce sera celui qui sera protégé dans la défaite, c'est clair et net, étant donné que ce match est protégé. Et on peut se demander si finalement
on n'y pensait pas forcément dès le départ, parce qu'on pensait beaucoup à Cody, voire le Rock maintenant, hein, depuis que le Rock a fait son petite apparition là dernièrement à Raw, il a teasé un truc avec Reigns. Orton, ça peut être aussi finalement une solution pas à exclure pour aller chercher Reigns et pourquoi pas WrestleMania. Hein. On pensait pas forcément à Orton à première vue, mais ça devient quelque chose de possible vu comme il protège l'affaire. Ces rumeurs qui disaient que ça aurait dû être justement Reigns Orton au Rumble normalement et que ça a été annulé. Donc est-ce que c'est pas pour le faire plus tard? Si oui, quand? Parce que je pense qu'ils vont le faire. Ça serait un peu con de pas le faire. Quand est-ce qu'ils pourraient le faire? Ça peut être à Mania. Hein. Sauf soit ils nous le gardent pour SummerSlam, mais là ça fait encore loin quoi. Et moi j'ai surtout pas envie que Reigns garde son titre jusqu'à SummerSlam quoi. Alors à moins qu'il le fasse sans le titre, mais ça aurait un peu moins d'impact je pense. Voilà, on verra, hein, mais c'est vrai qu'Orton il a aussi cette unfinished business. Je pense qu'il aura envie de battre Reigns à un moment donné, de l'affronter et de le battre. Donc on verra s'ils le feront avec ou sans ceinture. Mais bon, j'espère que ça n'ira pas au-delà de Mania pour en tout cas la perte de titre de Reigns quoi. Parce que cela, là j'en peux plus quoi. À un moment donné, là, il faut arrêter quoi. En tout cas, voilà, le match devrait être sympa. Je m'inquiète pas trop. C'est un peu comme Logan Paul et Kevin Owens. Ça va vraiment faire le taf. Il y aura de bonnes choses in ring. Il y aura du storytelling. Donc, il y aura un public à fond, hein, évidemment. Le public de Rumble, en plus, il est très smart. Il est international. Donc, ça va être, ça va être dans une arène assez imposante. Donc, il y aura une ambiance de malade. Donc ça devrait plutôt être sympathique. Et puis, je vais pas parler du cash-in, mais bon, c'est pas envisageable, je pense. Le Damien Priest, il va pas s'intéresser au titre de Reigns, ça n'aurait pas trop de sens. Je vais pas non plus trop épiloguer là-dessus. On va passer maintenant aux deux derniers morceaux. Hein, évidemment, les deux gros matchs hein, qui sont toujours très attendus chaque année. On va commencer par le Royal Rumble féminin. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait un petit montage des filles qui sont pour le moment annoncé comme officiel, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup puisque pour l'instant il n'y en a que 5. Donc c'est quand même assez short. C'est assez étonnant. On a les trois, je dirais, trois filles qu'on connaît bien et qui sont forcément parmi les favorites, à savoir Bayley, Becky Lynch et Bianca Belair. Et derrière, Nia Jax qui va aussi évidemment s'imposer comme une grande menace hein, pour tout le monde, d'autant plus qu'elle a battu Becky Lynch lors du Day One, du Raw Day One, donc c'était quand même une sacrée impression laissée dans un match qui était quand même décent hein, pour Nia Jax, hein, c'était quand même c'est rare donc à souligner, donc c'était un match qui était quand même pas trop dégueulasse, hein, c'est déjà pas mal. On se souvient qu'elle avait fait son retour justement au Rumble il y a un an, c'était un peu la surprise. Bon, éliminée par plusieurs personnes, hein. C'est un peu ce qui revient avec elle en général, hein, et puis c'est ce qui devrait à nouveau arriver cette année. Je pense qu'elle risque de se faire éliminer par plusieurs femmes à la fois, à moins qu'on ne prolonge l'histoire donc avec Becky Lynch, hein, qui a pas l'air d'être terminée, pour que Becky Lynch prenne sa revanche et l'élimine à elle seule. Pourquoi pas, quitte à faire un dernier match, peut-être soit à Raw, soit à l'Elimination Chamber. Chamber, j'y crois pas des masses, mais peut-être plus un match revanche à Raw, histoire de prendre sa revanche. Bon, faudra voir comment ils vont raconter ça. Mais en tout cas, ça va être une menace, ça c'est sûr. Et puis Maxime Dupri, puisque on le verra aussi pour les hommes. On a eu une vidéo qui a été publiée hier sur la chaîne YouTube de la VVE, qui était assez drôle d'ailleurs, hein, je vous la conseille. Tous les membres de l'Alpha Academy en train de s'entraîner dans un petit ring pour essayer justement de s'entraîner pour le Rumble et pour essayer d'éviter les éliminations. C'est assez drôle, voilà, c'est dans l'esprit de l'Alpha Academy, c'est plutôt sympa. Et ça promet, je pense, de très bonnes choses et des spots assez marrants lors des deux Rumble. Et donc Maxime Dupri, forcément, donc elle fera aussi partie du match. Voilà, on en a que 5. Donc pour l'instant, c'est quand même très mystérieux. Donc il y en a forcément, il y en aura 30. Hein, donc forcément, il y a encore beaucoup de filles à attendre. On peut quand même noter que l'année dernière, il y avait eu quand même quelques filles de NXT, mais pas tant que ça. Il n'y en a eu que 3.
ils en ont mis que 3. Donc il y avait eu Roxanne Perez, Zoé Stark et Indy Hartwell à l'époque, mais il n'avait pas plus que ça. Donc on verra cette année. Donc je pense que bah, forcément NXT ça tient beaucoup à cœur à Triple H. Donc et comme les filles, bah, il y a un peu moins de densité que pour les hommes pour trouver 30 filles. Et puis bon, on va essayer de ramener peut-être des anciennes, mais c'est pas toujours évident. Donc il y aura peut-être un peu de renfort du côté de NXT. Donc on pourrait à nouveau retrouver justement des filles comme Roxanne Perez et peut-être aussi une Tiffany Stratton, une Fallon Henley ou une Nikita Lyons, une Lyra Valkyria, peut-être la championne aussi pour présenter un peu la brand quoi. Donc voilà, c'est des filles qui peuvent éventuellement ressortir, ou une Lash Legend, mais bon, j'espère pas. Mais bon, on sait jamais vu qu'elle est assez imposante, ils veulent peut-être ils peuvent créer peut-être un petit moment là-dessus, on verra. Bref, il y aura, je pense, des quelques visages de NXT qui pourraient apparaître. Et puis bon, évidemment, des surprises. Bah, c'est ça aussi que j'attends dans les Rumble, c'est les surprises. Des filles auxquelles on ne pense pas forcément. Parmi les filles qui pourraient apparaître, bah, j'en ai parlé, il y a Naomi, mais à voir, parce que bon, bah, là on l'a vu, donc à Hard to Kill, elle était championne du côté de la TNA, elle a perdu son titre contre Jordynne Grace. Elle affronte à nouveau Jordynne Grace dans le prochain weekly pour le match revanche. Bon, on se doute bien qu'elle va perdre, qu'elle reprendra pas le titre. Maintenant, bon, on sait qu'elle voilà, elle en a fini hein, visiblement avec son run du côté de la TNA. Maintenant, est-ce que elle est complètement libre? Est-ce qu'elle va pouvoir vraiment arriver directement au Rumble? Ou est-ce qu'il y aura besoin de faire un petit arrangement avec les TNA pour qu'elle puisse y aller hein, par rapport à son contrat ou par rapport en tout cas à ses engagements avec la TNA? Faudra voir comment ça se passe, j'irai backstage. Ça me paraît pas impossible qu'elle revienne, qu'elle fasse un petit retour du côté du Rumble, peut-être pour une signature hein, du côté de la VVE ou juste une apparition. Bon, si elle, je pense que si on la voit, ça sera plus pour une signature, hein, puisqu'en plus il y a son mari qui est là quand même. Et puis bon, bah, elle est partie dans des conditions un peu particulières. Il y avait encore Vince à l'époque. Là maintenant, ça a bien changé depuis, donc il y aurait tout à fait une possibilité qu'elle revienne. Et puis bon, bah, le fait qu'elle perde son titre Hard to Kill, ça pose question forcément, et on sent que c'est un peu la fin quoi. Donc c'est tout à fait, je pense, une possibilité qu'on puisse voir apparaître Naomi. Et puis comme Naomi, c'était une habituée aussi entre guillemets des coffee spots, hein, des sauvetages miracles assez originaux, on va dire. Donc ça peut être la fille qui viendra faire ça. Même si on a pu le voir aussi dernièrement, enfin l'année dernière, Casey Catanzaro peut tout à fait remplir ce rôle là aussi, hein, pour faire des saves assez impressionnants, en s'aidant du poteau, en marchant sur les mains, etc. Voilà, elle peut faire largement aussi le travail pour ça. Bah, il y a Jade Cargill aussi, dont le statut est toujours aussi flou. On l'a pas revu là depuis un bon petit moment. Bon, bah, elle s'entraîne quoi, elle s'entraîne au PC. On sait pas où elle en est. C'est assez mystérieux. Donc moi, comme je l'avais déjà dit, je pense que c'est le Rumble, c'est le bon moment pour la faire débuter, parce que c'est pas un vrai match, c'est un match un petit peu showcase ou qui permet déjà d'être vu. Ça, c'est déjà une première chose, et de montrer sans trop d'efforts, je dirais, ses capacités en soulevant une voire deux filles en même temps, en les projetant par-dessus la troisième corde, montrer un peu sa force, avoir son petit moment, son petit spotlight. Ça me semble être le moment parfait un Rumble en fait pour elle, pour la lancer sans en faire trop du coup d'un point de vue in-ring. Ça permet un petit peu de la présenter, de lui faire deux trois moves. Voilà, pas forcément qu'elle fasse un match marathon, mais qu'elle montre déjà que c'est quelqu'un qui pourrait se montrer comme une menace dans les semaines et les mois à venir quoi. Donc point d'interrogation pour Cargill. Je pense qu'il peut y avoir des oppositions intéressantes, hein, comme notamment face à Bianca Belair. Hein. Je pense que je pense, faire réagir le public, hein, une opposition Belair contre Cargill. Sur le moment, ça peut être, voilà, parce que les deux sont assez musculeuses, assez imposantes. On se dit, ça peut créer quelque chose. On peut avoir envie quand même que les deux se confrontent. Voilà, faudra voir ce que ça peut donner. Donc, à voir pour Cargill. Je pense à Camille aussi. Camille, qui est toujours free agent, hein, après être partie de la NWA et du fameux cirque Corgan, hein, je pense qu'elle a bien fait. Et j'invite aussi d'autres filles à faire pareil d'ailleurs. Mais ouais, donc Camille, forcément, c'est quelqu'un aussi
assez imposante physiquement, qui est un petit peu aussi, qui est un peu dans cette mouvance, dans cet esprit Cargill, je dirais, Cargill Belair, une powerhouse qui peut aussi être une bonne addition pour la VVE, peut-être même pour NXT, hein, sait-on jamais, et qui pour l'instant n'est pas est toujours free agent. On l'a vu backstage notamment à Dynamite. Bon, voilà, elle fait ses petits coucous, elle rend visite quoi. Mais pour l'instant, il y a rien de signé nulle part. Donc pourquoi pas une opposition? Alors oui, bon, ça va pas faire réagir grand monde dans le public, hein, parce qu'il faut la connaître. Hein, voilà, c'est comme NWA déjà, pas tout le monde ne suit pas. Puis on l'a pas vu faire grand chose d'autre à part NWA. Voilà, elle fait deux trois petites choses dans des petites promotions indie aussi, mais voilà, elle a pas fait non plus grand chose d'autre. Mais ça peut aussi provoquer quelques moments. C'est tout à fait le genre de fille qui peut aussi faire sa marque et en éliminant plusieurs filles. Et, euh, et ça peut être aussi une bonne surprise de voir Camille au Rumble. Une possibilité à ne pas exclure. Je pense évidemment, c'est toujours pareil à Sasha Banks, mais Mercedes Moné, dont aussi le statut est toujours aussi flou. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui ont été dites, elle était proche de VVE et finalement les positions étaient trop éloignées, que maintenant il y a plus rien et que finalement elle est beaucoup plus proche de la EW. Mais ça prend son temps, hein, ça prend beaucoup de temps à se faire. Et puis bon, comme son nom l'indique, un Banks et puis aujourd'hui Monet, ouais, comme son nom l'indique, hein, son nom de scène l'indique, l'argent est toujours là. Hein. Donc c'est quelqu'un, on sent qu'elle est très vénale, donc c'est ça, je pense aussi qu'il bloque beaucoup et elle demande beaucoup d'argent. Ça traîne en longueur. On sait pas trop ce qu'elle va faire. All Elite semble être la piste la plus chaude aujourd'hui, mais tant que rien n'est fait, j'ai quand même envie de citer son nom comme une potentielle arrivée surprise au Rumble, même si j'y crois pas des masses. Voilà, ça me gênerait pas non plus si elle venait pas. Hein. J'en fais pas une maladie par rapport à ça. Elle était dans le même statut que Naomi, hein, dans le même bateau, hein, puisqu'elles les deux étaient parties en même temps. Donc on verra maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts et que Triple H a pris du galon, et qu'il n'y a plus Vince. Bon, on verra, mais bon, c'est pas quelque chose que j'attends avec impatience hein, nécessairement. Mandy Rose aussi, quelqu'un aussi avec à qui j'avais pensé, qui est parti sur une histoire de photos, voilà, de photos à dénuder. Voilà, elle est partie très très rapidement de NXT. Hein. On l'a fait quitter NXT et la VVE donc assez rapidement. Plusieurs mois sont passés, elle s'est fait plus discrète, donc pourquoi pas, peut-être un retour. Justement, je l'associe à une autre possibilité, c'est Sonia Deville. Sonia Deville qui est voilà, une ancienne partenaire de Mandy Rose, et puis après elles sont rentrées en feud l'une face à l'autre, donc il y a aussi une grosse relation entre les deux. Et Sonia Deville s'était blessée cet été, elle s'était fait opérer, donc elle avait dû rendre son titre vacant, hein, elle était championne par équipe avec Chelsea Green, donc il se dirait que un retour serait possible plutôt pour février. Donc février, quand même, on n'est pas très loin du Rumble, donc on peut se dire peut-être que ça peut être jouable. Ça me semble peut-être un peu juste, hein. Maintenant on n'en sait pas trop où elle en est physiquement. On sait qu'elle s'entraîne au PC en tout cas. Elle s'entraîne, donc peut-être que que ça peut le faire pour le Rumble. Bon, en plus le Rumble, justement l'avantage c'est que ça nécessite pas forcément beaucoup d'efforts. Hein. Il suffit que de rester 2-3 minutes sur le ring. Hein. Il y a juste à bien se réceptionner lors de l'élimination et voilà, de bien assurer ça, de bien assurer l'atterrissage et puis c'est fini quoi. Donc il n'y a pas non plus forcément besoin d'avoir un énorme cardio ou faire beaucoup d'efforts. Donc une petite apparition de Sonya Deville, pourquoi pas, ce qui pourrait aussi être assez truculent de la voir avec Chelsea Green et Piper Niven par exemple. Hein. Et là on se retrouverait dans un psychodrame entre les partenaires et ex-partenaires, hein, ça pourrait être très intéressant, et pourquoi pas donc Mandy Rose pour une petite opposition aussi. Il peut y avoir des petites choses intéressantes à raconter, et puis moi c'est ce que j'aime dans les Rumble, hein, je le dis chaque année, mais c'est de nous créer des moments, que ce soit des moments légers comme moins légers, mais des clins d'œil à d'anciennes rivalités, des choses comme ça ou d'anciennes alliances, créer ce genre de moments, des choses, il y a plein de choses à créer, donc ou des choses auxquelles on ne pense pas, des trucs assez improbables, mais
Ici, ça fait partie du folklore du Rumble et ça me semble indispensable. Et ça rentre aussi d'ailleurs dans mes critères lors de l'évaluation du match, quoi. Donc ça, on en parlera bien sûr le moment venu. Donc pourquoi pas donc Rose et Devil. Donc Naomi, j'en ai déjà parlé. Et Jelly aussi. Jelly, c'est un nom qui ressort. À partir du moment où son mari est revenu, bah et Jelly. Bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas, ça peut être aussi un bon petit moment, ce serait un bon moment pour le public, là il y aurait une grosse pop je pense, parce elle est restée assez populaire, donc là aussi, alors c'est pas pour rester par la suite, hein, mais pour un moment, pour faire coucou, pour créer un petit moment sympathique, là aussi, pourquoi pas et Jelly quoi. Y a rien qui l'empêcherait de le faire en fait, hein. Donc ça aussi, pourquoi pas. Je pensais à Mickey James aussi, hein, c'est un peu classique, mais voilà, Mickey James, là, elle y est plus, on la voit plus du côté de la TNA. Elle avait déjà fait sa petite apparition avec son titre Impact, donc pourquoi pas à nouveau. Et puis bon, c'est que son mari Nick Aldis maintenant est là. Donc on sait jamais aussi, Mickey James pourrait tout à fait aussi faire cette petite apparition, évidemment avec Trish Stratus, Lita, etc. Pour si on Michelle McCool un peu, si on peut revenir encore avec les anciennes. Bon, si on a, c'est pas indispensable. Ça peut, voilà, faut pas en faire trop, faut pas en sortir trop des anciennes, mais si c'est pour aider un peu à remplir un petit peu le match et s'il y a des trous à boucher, bon voilà, mettre deux trois anciennes, pourquoi pas, mais faut pas en faire trop. Et je pensais aussi à Eva Marie, bon c'est pas ouf. Mais Eva Marie, c'est pareil, c'est quelqu'un qui pourrait être aussi quelqu'un à faire venir pour le Rumble. Bon, pourquoi pas aussi une confrontation avec l'ex Doudrop, donc avec Viper Niven. Voilà, l'alliance qu'on avait à l'époque. Bon, c'est pas ouf, mais pour créer un mini moment, voilà, ce serait pas c'est pas le truc le plus attendu, mais à nouveau, ça raconte au moins quelque chose, c'est ça l'intérêt, quoi. Donc voilà dans les noms féminins que je vois là, et puis sans parler donc des quelques filles de NXT. Donc j'attends aussi pas mal de surprises. Et aussi quelque chose que je voulais ajouter quand même, qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais particulièrement pour les hommes, c'est quand même éviter quand même de nous balancer comme ça, tout à coup, une dizaine de noms quoi. Qui vont participer lors du kick-off parce que l'année dernière ça m'avait fait rager, ça m'avait pas mal fait baisser ma hype, c'est que lors du kick-off, alors qu'il y avait quand même pas mal encore de noms à distribuer, on nous a balancé 10 mecs, hein, alors pas les filles, mais pour les mecs, on nous avait balancé 10 noms comme ça en kick-off. Du coup, il ne restait plus de mémoire, on était passé de 17 à 27 participants, ce qui faisait qu'il y avait plus que 3 places pour des surprises, quoi. Donc évidemment, pour les surprises, c'était devenu assez limité, donc moi ça m'avait pas mal fait baisser ma hype, donc j'espère qu'ils ne recommettront pas cette erreur en nous balançant autant de noms comme ça, juste en kick-off, quoi. Gardez-en sous la semelle. Là, bon, bah, effectivement, c'est même. Il y en a plus que. Et j'en voyais pas aussi peu, en fait, finalement. Là, pour l'instant, ça va, hein, il y a que 9 mecs et 5 filles. Donc, on est encore très très loin du compte. Mais j'espère qu'on va pas nous en balancer encore 10-15 d'un coup, quoi. Gardez-nous des petites de la surprise, quoi. C'est ça que j'aime pas, quoi. Ça fait partie du folklore, du Rumble, quoi. C'est les surprises, c'est l'inattendu. Voilà, donc laissez-nous dans cette incertitude et dans cette excitation. Ne balancez pas 10 noms comme ça en kick-off, quoi. Et ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein. Donc j'espère qu'ils seront assez sages de ce côté-là. Voilà, donc pour et puis on va passer au pronostic. Donc bah pour moi, alors il y en a deux qui se détachent. Forcément, bah, c'est d'ailleurs deux qu'on voit sur le visuel actuellement. C'est Bayley et Becky Lynch. Qui, il faut le reconnaître, bon bah c'est les deux grosses favorites du match, hein. C'est les deux qui peuvent raconter le plus de choses et qui ont le plus de légitimité, je dirais, à gagner le Rumble. On peut penser évidemment à Belair aussi qui est à côté là, mais Belair, je la vois pas gagner en fait. Je pense qu'elle va encore un peu galérer avant de récupérer ce titre qu'elle a perdu donc de façon un peu injuste puisqu'elle s'était fait cacher par Io Sky. Donc je pense qu'elle a encore une petite histoire à continuer, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense pas que ce soit pour elle. Et je pense que bah, je l'avais dit dans ma vidéo prédictive de Mania d'ailleurs. Pourquoi pas une Jade Cargill qui pourrait créer la surprise en éliminant Belair et lancer un programme pour Mania, hein. Ça pourrait être une chose intéressante à faire. Becky Lynch, bon bah, elle m'a un peu surpris parce que forcément son match contre Ripley à Mania, on y pense beaucoup, ça paraît évident, mais elle est venue déjà confronter Ripley cette semaine à Raw, donc je trouve qu'on part de loin. Et Ripley elle lui dit bah ouais, bah,
s'il y en a une qui veut ça, qui veut que tu gagnes le Rumble plus que toi-même, bah, c'est moi en fait. Bah, rendez-vous au Rumble, rendez-vous à Mania en fait. Donc voilà, Ripley, elle attend Becky à Mania quoi. Donc ça me semble un peu trop facile là. Du coup, je me pose des questions. J'espère qu'ils vont quand même le faire ce match entre Becky et Ripley à Mania parce que là pour l'instant je vois pas d'adversaire bien construite et bien, je dirais assez crédible et même inédite entre guillemets pour aller chercher Ripley et puis voilà donner quelque chose un peu de star power pour Mania 40 parce qu'il faut quand même Mania 40 quoi, faut marquer le coup, faut une belle affiche qui donne envie. Donc Becky Ripley ça me semble parfait pour ça. Donc j'espère qu'on va pas passer à côté de ça hein, parce qu'on part de loin. Maintenant, est-ce qu'elle a besoin Becky de gagner le Rumble pour ça? Ma réponse est non. Clairement non. Là je vois pas l'intérêt de gagner le Rumble pour elle. Elle a déjà gagné le Rumble hein, mais là, elle n'a pas besoin de le gagner une deuxième fois pour se dire, voilà, ben ça y est, maintenant je vais aller chercher Ripley, quoi. Il n'y a pas besoin, elle a déjà assez de star power, c'est The Man, voilà, donc il n'y a pas besoin, en plus il y a encore d'autres possibilités, il y a encore le Chamber, et puis ben, il n'y a même pas forcément besoin que du Chamber ou du Rumble pour aller chercher un match de championnat à Mania, hein, ça c'est déjà vu. Elle pourrait s'imposer d'elle-même d'une autre façon parce que c'est The Man, tout simplement. Donc il y aura d'autres façons de faire. Je pense que Ripley et Becky, il y aura d'autres interactions dans la Road to WrestleMania. Je vois pas forcément Becky gagner ce Rumble et pour aller chercher Ripley, elle a pas besoin de ça en fait, je pense. Et je pense que celle qui en aurait le plus besoin, c'est Bayley. Et je pense que c'est elle qui incarne le mieux la gagnante du Rumble 2024. Parce que évidemment il y a toute cette histoire autour de Damage Control où elle est entre guillemets une leader mais de moins en moins leader où sa place en tout cas de plus en plus contestée et là où elle se sent de plus en plus petite entourée de toutes ces japonaises dont elle ne sait pas ce qu'elles disent dont elle ne comprend pas ce qu'elles disent, une Dakota Kai qui fait plus ou moins les interprètes, qui fait un peu les bonnes copines, mais on a l'impression aussi qu'elle est de plus en plus un mastermind dans le clan, et que finalement on se demande on se demande si c'est pas elle finalement la vraie leader de Damage Control. On commence à avoir des doutes hein, par rapport à la sincérité de Dakota Kai. Donc ouais, Bayley là, ça sent le roussi pour elle, malgré de la bonne volonté de sa part de Bayley hein, pour essayer de faire gagner ses copines, elle a quand même fait un héroïque Wargames hein, pour sauver ses copines aussi. Elle a fait beaucoup de saves. Elle a pris la défaite au final, mais elle avait quand même fait pas mal de saves. Elle a un plan quoi. Elle montre un plan qui se tient. C'est les Kabuki Warriors qui prendraient les titres tag. Io Sky, toujours championne de SmackDown, et puis du coup Bayley qui viendrait gagner le Rumble et aller chercher Rhea Ripley. Voilà, c'est un bon plan là. Toutes les ceintures là, ça y est, ça paraît même trop facile, mais ça a de la gueule. C'est un bon plan, mais maintenant c'est plus difficile à dire qu'à faire. On a vu que Bayley contre Belair, ça n'a pas fonctionné. Les Damage Control n'ont rien fait. Elles ont regardé le match, elles sont pas intervenues. Bayley se demandait pourquoi elles ne sont pas intervenues, elles n'ont pas essayé de l'aider. Dakota Kai, donc toujours qui joue un peu double jeu, on a l'impression, elle dit ah non mais si tu veux gagner le Rumble, bah il va falloir que tu apprennes à le faire par toi-même, à te démerder toute seule. Donc on n'est pas intervenu en fait. Donc voilà un peu ces arguments qui peut laisser entendre que du coup si elle dit ça, Dakota Kai, c'est que ça laisserait entendre que une Kairi Sane ou une Asuka potentielle aussi participante hein, pour le Rumble, bah du coup ne viendrait pas aider Bayley, hein, puisqu'elle parle de se démerder toute seule Dakota Kai, et donc peut-être que Asuka et Kairi Sane ne marcheraient que pour leur pomme et n'aideraient pas Bayley. Ça aussi. Alors j'espère que ça va être bien écrit tout ça, parce que c'est quand même une histoire au long cours maintenant, et je trouve que ça ronronne et que c'est pas l'écriture elle est pas géniale je trouve au sein de Damage Control là il y a des hauts et des bas et je trouve que c'est pas forcément bien écrit et c'est dommage. Et c'est toujours ce problème aussi de japonaises qui sont trop discrètes. Io Sky on oublie qu'elle a un titre et c'est compliqué, il y
il y a que finalement je dirais ce qui se passe autour de Bailey qui peut être intéressant, Dakota Kai aussi, son personnage un peu double jeu, il y a que ça qui peut être intéressant, mais faut mieux l'écrire, il faut mieux faut des dialogues aussi qui soient percutants. On n'est pas au niveau de la Bloodline malheureusement dans l'écriture, et ça se sent. Hein, je pense que s'il y avait du Paul Heyman derrière tout ça, on aurait quelque chose de bien plus intéressant et de palpitant. Là, l'écriture, elle est pas ouf, quoi. Donc j'espère qu'il y aura une bonne écriture lors du Rumble pour continuer à nous raconter tout ça. Et donc oui, pour moi, c'est Bayley qui doit gagner parce que justement, il faudra quelque chose justement de bien écrit qui fera que peut-être que Bayley, bah, elle découvrira pendant le match que bon, bah, finalement Asuka et Kairi Sane, hein, parce que je pense que Dakota Kai elle est blessée, donc on la verra pas. Io Sky elle est championne, donc elle a pas besoin de participer non plus. Donc il y a que Asuka et Kairi Sane qui pourraient nourrir un peu l'histoire avec Bayley. Bah peut-être que Bayley elle va vraiment découvrir que voilà, bah, Asuka et Kairi Sane, en fait elles marchent que pour elle. Elles essayent de faire des combinaisons à deux, elles éliminent d'autres filles, mais en fait quand Bayley est là, elles essaient pas forcément de l'aider, elles continuent de faire leur bonhomme de chemin, et puis Bayley elle se trouve un peu isolée finalement. Elle dit mais hey, vous foutez quoi là? Vous m'avez pas aidé là, j'ai failli me faire sortir là. Voilà, quelque chose comme ça qui peut être intéressant. Et pourquoi pas une Dakota Kai à l'extérieur qui viendrait aussi mettre son grain de sel et qui est et en fait ça débouche sur quelque chose qui va faire que bah il va y avoir une surprise quoi. C'est-à-dire que donc Bayley pourrait gagner un peu sur un malentendu, ce qui pourrait être drôle, et devenir donc la gagnante du Rumble et bah justement faire en sorte lorsque le clan, là, toutes les japonaises qui vont célébrer avec Dakota Kai, ouais, bravo, 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 ça y est, le plan se déroule comme prévu, à merveille, hein, d'autant plus que si les Kabuki Warriors prennent les titres à SmackDown la veille, là, vous allez voir, du coup, tout le monde qui va avoir une ceinture, pratiquement, il n'y aura plus que Bayley, mais si Bayley gagne le Rumble, là on se dira, ah, tout se passe comme prévu, là, hein, voilà, et que Bayley, bah, finalement, elle décide de dire, non, non, mais je vais pas choisir Rhea Ripley, je vais choisir Io Sky, voilà, et c'est ça qui va être drôle. Le moment où elle va choisir Io Sky, bah du coup ça va popper. Donc j'espère que c'est ça qui va arriver, que c'est un peu ça l'histoire. Et c'est pour ça que pour moi c'est Bayley qui est favorite, et c'est le cas d'ailleurs, elle est vraiment favorite dans les cotes. Ça reste qu'une indication, mais c'est une favorite qui me paraît logique, plus qu'une Becky Lynch, qui est l'autre favorite. Pour moi Bayley c'est ce qui se raconte le mieux, et celle qui a le plus besoin de gagner le Rumble, je pense, qu'une Becky quoi. Et puis bon bah elle a eu une année ouais assez je dirais de transition Bayley comme j'en avais déjà parlé. Elle a beaucoup été manageuse, elle a catché de temps à autre mais pas tant que ça. Elle a plutôt bien fini je dirais l'année avec un bon War Games, une prestation décente là contre Belair là à SmackDown là, lors de leur dernier match là. Donc ça monte un petit peu en puissance d'un point de vue in-ring. Donc on peut se dire peut-être que là, après une année plutôt de transition, ça sera peut-être l'année de Bayley cette année. Un peu comme Becky Lynch aussi d'ailleurs, qui pourrait aussi avoir une bonne année. Après aussi une année à avoir des programmes de transition et des programmes d'attente. Donc on verra, mais en tout cas pour moi Bayley, c'est ma favorite pour gagner le Rumble. Je pense pas que je changerai d'avis, c'est ce qui me semble pour l'instant le plus logique. Et puis on verra donc pour les surprises. Et on va passer maintenant donc au ce qui devrait être le main event, à savoir le Royal Rumble masculin. Voilà, donc là, j'ai mis le visuel à jour, hein. Malheureusement, c'est ça qui est dommage avec la VVE, c'est que ils avancent doucement, mais pas vraiment sûrement, avec seulement 9 noms, 9 noms, et encore, il y en a 3 qui se sont ajoutés juste hier, et encore c'était sur YouTube, il y en avait encore 6 sinon, donc les 3, donc je le dis tout de suite, comme on voit tout de suite en haut de l'écran, bah, c'est l'Alpha Academy, hein, donc dans cette vidéo très drôle, donc je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de la VVE, sur l'entraînement de l'Alpha Academy, donc avec Gable, Tozawa et Otis. Là, ça va permettre d'avoir des moments comédie. Il en faut, et ça va être super. Je pense que ça va être super fun. On va plutôt bien se marrer à ce niveau-là. Voilà, faut pas attendre quoi que ce soit d'eux pour gagner, hein, évidemment, mais ça peut être très sympa de voir ces trois-là qui vont essayer d'appliquer hein, les consignes de Gable, hein, justement qu'on aura vu dans cette vidéo, pour bien se retenir aux cordes, faire des sauvetages un peu à la Shawn Michaels, hein, avec la bascule hein, classique, comme si Maxime Dupri a tenté de faire, bon, c'était avec moins de réussite, ou alors en se tenant aux jambes, s'agrippant aux jambes de son adversaire, voilà, il y a plein de choses intéressantes qui pourraient être très drôles.
Donc on verra. Et puis il y a Gunther, donc qui s'est annoncé aussi à Raw, hein, pour son retour, donc le champion intercontinental, hein, qui avait montré, qui avait bien rappelé qu'il avait battu le record de durée sur un ring, et c'est vrai qu'il était dans un Rumble, et il l'avait fait l'année dernière. Effectivement, il était resté du début à la fin, hein, avant de se faire sortir par Cody à la fin, hein, il était resté plus d'une heure. Une grosse performance de Gunther. Forcément, ça sera quand même l'un des noms, hein, l'un des favoris. Nakamura aussi qui s'était annoncé. Bobby Lashley, voilà, qui est pour l'instant d'ailleurs le seul nom du côté de SmackDown. C'est assez étonnant. Cody Rhodes, qui était le premier annoncé, lui, il veut finir l'histoire, donc ça passe par une victoire au Rumble. Le fameux Voldemort, évidemment, qui s'est aussi annoncé au Rumble, et qui aura forcément aussi des ambitions, et qui a aussi une histoire à finir, hein, d'autant plus qu'il avait quitté la WWE après un Rumble, hein, donc 10 ans après. Et Drew McIntyre, qui s'était aussi annoncé, lui aussi, il a envie d'écrire son histoire, de réécrire de la finir, puisque il a toujours pas son moment, il n'arrive pas à prendre un titre suprême devant du public, et il aimerait bien récupérer ce fichu titre suprême. Donc voilà, bon, on a 9 hommes pour l'instant, donc il en reste quand même un 21, il en reste quand même un bon paquet. Faudra sûrement s'attendre à quelques noms dans le courant de la semaine, et bon, ben j'espère qu'on va pas nous balancer un paquet de noms comme ça dans le kick-off, quoi. Par pitié, non, 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 gardez-nous du suspense et des surprises. Parce que c'est aussi ça le Rumble. Là, du côté de NXT, je suis pas sûr que ce soit indispensable, puisque comme évidemment par rapport aux femmes, le roster masculin est de bien plus dense, donc il n'y a pas forcément besoin d'hommes supplémentaires de NXT, c'est pas forcément indispensable, sauf s'ils veulent vraiment présenter un peu certains hommes, hein, du Braun Breaker ou du Dragunov par exemple, hein, qui peuvent être des hommes qui pourraient se montrer, voilà, mais pas plus que ça. Donc NXT, j'y crois pas forcément des masses, hein, on en a pas vu l'année dernière en tout cas. Et puis parmi les surprises, je peux citer quelques noms. Bon, évidemment, le free agent, on va dire le plus hot actuellement, bah c'est Okada. Quand même, c'est quand même incroyable. Ça y est, hein, il dit au revoir à New Japan. C'est quand même incroyable. On croirait pas que ça puisse être possible, mais oui, ça y est. Alors bon, à moins d'un arrangement avec VVE, entre New Japan et VVE. Bon, faut pas trop s'attendre à Okada, je pense pas, parce que son contrat déjà il s'arrête le 31 janvier, donc Rumble c'est le 27. Alors vous me direz à 4 jours près, ça c'est déjà vu, hein, de couper un peu, de faire un petit arrangement pour apparaître un peu plus tôt que prévu. Pourquoi pas pour passer une tête. Alors ça ferait, comme bon, il y a beaucoup de smart lors du Rumble, ça pourrait quand même occasionner une bonne pop, donc ça ferait un gros choc. Donc Okada, il faut pas l'exclure quand même, hein. On sait jamais, hein. Alors, pas pour signer, je pense pas, je vois pas signer chez VVE, je pense pas qu'il soit fait pour VVE, je pense qu'il serait bien plus proche de All Elite, hein. D'autant plus qu'il a déjà catché là-bas. Il y a des hommes qu'il connaît bien, hein, du Kenny Omega ou du Will Ospreay, donc ouais, ça serait plus naturel qu'ils viennent qu'ils viennent signer du côté d'All Elite, quoi. Mais forcément, bon bah sa signature elle va être énormément attendue, et beaucoup de grosses compagnies vont essayer d'aller le chercher, hein. Forcément, c'est un énorme name, Okada. Matt Cardona, dont j'avais déjà parlé l'année dernière, donc l'ex Zack Ryder, qui est toujours free agent, hein, lui il continue de s'éclater dans les indies, a bien se renouveler. Il a fait quand même pas mal de compagnies là, différentes, et il s'éclate, quoi. Donc Cardona, ça peut être vraiment un nom intéressant. Pas forcément pour signer chez VVE, mais au moins pour faire une apparition, parce que et puis bah forcément il y a Chelsea Green qui est là chez VVE, donc pourquoi pas, on attend toujours. Ça peut être un retour potentiel pour le Rumble. Un peu moins probable, on sait jamais. Alexander Hammerstone, qui a fait quand même un énorme match contre Josh Alexander à Hard to Kill là chez TNA. Lui aussi fait partie des free agents, hein, après avoir quitté la MLW. C'était quand même un nom très important pour la compagnie, pour la MLW. Et là, ils ont perdu un énorme nom, hein, c'est leur vache à lait même, on va dire, c'était leur visage, quoi. Donc là, c'est comme si tu perdais ton Cody ou ton Roman Reigns, quoi. Donc là, c'est un énorme match, une énorme perte, pardon, pour MLW, et un mec assez costaud et in-ring qui est très intéressant, hein. Son match contre Alexander, je vous invite à le voir. Il a un moveset assez développé et un physique impressionnant, donc un Hammerstone qui débarque là, ça ferait quand même sensation. Là, imaginez
une confrontation là, juste avec McIntyre ou avec un Gunther ou un Bobby Lashley, ouais, franchement, ouais, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir ça. Peut-être pas une signature, on verra, hein, mais Hammerstone, là, ça serait incroyable. J'y crois pas à des masses, mais à partir du moment où il est toujours free agent, bah oui, ça reste une possibilité. Et je suis même étonné que là, qu'on l'ait toujours pas signé, hein, notamment TNA. Il faut signer Hammerstone, quoi. C'est quand même un quelqu'un qu'il faut vraiment prendre, quoi, hein. Pour moi, c'est quand même un gros nom. Alors, faut peut-être voilà, c'est peut-être un peu ouf, mais Biggie peut-être, on sait jamais. Parce qu'on a l'impression que l'histoire entre Imperium et New Day est là, est peut-être le début de quelque chose pour faire venir Biggie et faire revenir Biggie. Et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions maintenant. Et c'est un petit peu violent même entre Kaiser, là, Kofi Kingston et Xavier Woods. Et peut-être que l'idée, ce serait peut-être d'aboutir à un Imperium contre New Day au complet pour plus tard. Et pourquoi pas aussi avoir un Biggie qui viendrait détrôner Gunther. Ça, ce serait absolument incroyable. Hein, pour Mania peut-être. Parce que finalement, Biggie, on ne sait pas vraiment où il en est aujourd'hui. Sa situation était quand même extrêmement grave. On se demandait même s'il allait recatcher un jour. Donc tant que c'est flou, faut garder espoir. Et le programme actuel entre New Day et Imperium peut peut-être laisser une légère ouverture pour Biggie. Ça serait une grosse pop, hein. Là aussi, ça serait assez émouvant, je pense. Ça serait un peu à l'image du retour de Edge, quoi. Un truc un peu comme ça. Je pense que ça pourrait être un très très grand moment, hein, si Biggie revenait là, en plein Rumble. Ça serait waouh, ça serait assez impressionnant. Ty Dillinger, hein, le Perfect Ten évidemment. J'étais obligé d'en parler. Qui a aussi quitté All Elite et qui pourrait évidemment revenir, évidemment numéro 10, hein, parce que quand il apparaît au Rumble, à chaque fois c'était en numéro 10. Et alors il y a même une fois où ça s'était mal passé, hein, puisque Kevin Owens Sami Zayn l'avait agressé backstage, donc il avait même pas pu participer. Mais forcément, lorsque le numéro 10 va arriver, je pense déjà qu'il y aura beaucoup de 10 dans le public, hein, faudra s'y attendre. Et bah forcément, le retour de Dillinger, bah oui, ça peut tout à fait arriver. Maintenant, bon, pas forcément aussi pour une signature. Bon, c'est pas, ça reste un mid-carder de très, géré rudimentaire, pas extraordinaire dans un ring, et on le sait, il est assez old school. Je suis pas sûr qu'il apporte grand chose. Peut-être éventuellement NXT, bon, peut-être faire un petit quelque chose du côté du NXT, mais pas plus que ça. Mais pour le moment, voilà, juste pour un petit moment sympa, une arrivée en 10. Ty Dillinger, évidemment, on est obligé d'y penser. Tama Tonga aussi, qui vient donc de partir de chez New Japan, qui a perdu son titre ce week-end là contre Evil et Ibilu pour le titre Never. Voilà, donc il s'en va aussi. Alors c'est pas la Bloodline, hein, Tama Tonga, hein, on est plus du côté tongien et du côté de la famille de fils de Haku. Donc c'est pas la Bloodline, mais c'est pas la famille Anoa'i. Donc on n'est pas forcé d'en faire quelque chose par rapport à la Bloodline, mais c'est un bon catcheur, il l'a prouvé là en solo. Il est bien meilleur, je trouve, que Tongaloa, son frère. Il a un bon physique, un bon catcheur. Franchement, pourquoi pas Tama Tonga. Je serais un peu surpris, mais on sait jamais. Pareil, hein, à partir du moment où il s'est libéré de VVE, de New Japan, pourquoi pas une petite apparition du côté du Rumble. Andrade, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait tout à fait arriver, qui a quitté aussi, qui a quitté le All Elite, après voilà une défaite face à Miro, une trahison, hein, qu'on sentait venir avec Lana, CJ Perry, et donc des remerciements, bye bye, voilà, donc Andrade n'est plus chez All Elite, donc il y a Charlotte qui est là, donc Andrade, on peut s'y attendre. Et je pense que c'est quelqu'un qui affectionnait beaucoup Triple H, qui a fait quand même des très bonnes choses du côté de NXT, qui finalement a un rendez-vous un rendez-vous un peu manqué, je trouve, dans le main roster. Ça a été difficile avec Vince, et puis bon, bah forcément son anglais difficile, bah a fait que c'était pas aussi quelqu'un sur lequel je pense Vince comptait pour être entre guillemets le futur Rey Mysterio. Maintenant il y a un Escobar qui est, je pense, qui est bien plus à l'aise en anglais et qui peut déjà faire le taf. C'est pareil pour Dragon Lee d'ailleurs aussi.
Mais avec Zelina Vega, ça fonctionnait bien, donc elle servait du coup de plus d'interprète, ce qui l'empêchait du coup ce qui l'empêchait de parler. Du coup, c'était beaucoup plus simple comme ça. Mais comme il apporte quand même beaucoup au niveau in-ring, au niveau charisme, je pense qu'Andrade, ça peut être vraiment un très bon élément dans la mid-card. Alors, là, du coup, Zelina Vega, elle est plus du côté de la LWO et côté face, donc je sais pas si Andrade il irait de ce côté-là. Est-ce qu'il lui adjoindrait un manager? On sait jamais, ou une manageuse. Hein, je pense peut-être à Elektra Lopez. Hein, si on veut trouver quelque chose, une petite surprise. Elektra Lopez peut-être en manageuse d'Andrade. Hein, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Bref, je vois bien moi Andrade à faire une apparition du côté de Rumble et même pour signer chez VVE. Ça, je pense que c'est un nom sur lequel on peut compter. J'ai pensé aussi à Braun Strowman qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui était blessé aussi. Donc là, par rapport aussi à son statut, je sais pas s'il peut, si il serait apte pour participer au Rumble, mais forcément, ça ferait une petite attraction. Et là aussi, quelqu'un qui pourrait aussi éliminer pas mal de monde et revenir très fort pour peut-être pour un programme pour Mania. Et je pense un peu à un autre géant, forcément qu'on voit pas beaucoup et qui pourrait aussi être là. C'est Omos. Hein, évidemment, qui est beaucoup mis sur le bas-côté maintenant, qu'on voit plus en live event, voilà, affronter des Tozawa, voilà, c'est vraiment des petits matchs comme ça. Mais en attraction, je pense que c'est peut-être sa meilleure utilisation à Omos. Et comme on est au Rumble, c'est un match parfait pour lui. En attraction, Omos pourrait tout à fait être une possibilité de le voir là. Et puis voilà, justement, pourquoi pas en confrontation avec un mec comme Strowman pour un peu raviver la flamme entre les deux. Hein. Voilà, c'était pas une feud mémorable, mais avoir au moins deux géants qui rentreraient en collision comme ça, voilà, pour provoquer encore un petit moment. Voilà, je pensais à Omos. Voilà, pour l'instant, c'est les principaux noms qui me sont venus à l'esprit et qui pourraient être des surprises. Le reste, je pense que ça va être pas trop de surprises, ça va être que des mecs déjà établis du main roster. J'espère, je l'avais beaucoup déploré aussi l'an dernier, pas trop de mecs, dirais, issus de tag team, parce que je trouve que ça remplit trop, ça remplit le match, je veux dire, de façon un peu inutile, parce qu'on sait très bien ils vont servir à rien. Donc pourquoi donc mettre un Montesford et un Angelo Dawkins? Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, des mecs comme ça en équipe. Ivar, pourquoi pas, parce qu'il est imposant, et puis là, il est plus en solo. Donc pourquoi pas du coup un Ivar, ça c'est vrai, ça serait pas mal. Un Bronson Reed, forcément il va aussi avoir des bons moments aussi possibles pour être mis en avant. Mais voilà, essayez de pas trop mettre des mecs qui sont dans des tag teams. Ça serait, je trouve, pas très utile et puis ça serait que du remplissage quoi. Et on sait très bien qu'ils seront pas là pour gagner le Rumble quoi. Donc voilà, j'attends comme les filles et comme chaque Rumble. Je veux du storytelling, je veux des émotions, je veux rigoler, je veux m'émouvoir, je veux crier, voilà, je veux plein d'émotions en fait. C'est ça qui me plaît dans le Rumble, c'est pour ça que c'est mon pay-per-view préféré à chaque fois. C'est pour ces moments-là. Voilà. Donc on verra. Quand je ferai ma review, je vous dirai si tous les critères ont été remplis pour moi. Parce que pour moi ils n'ont pas tous été remplis l'année dernière. Ça racontait pas forcément grand chose, notamment du côté des filles, à part Damage Control, je trouve que c'était assez plat. Les hommes avaient un peu plus rempli ce rôle-là au niveau storytelling, mais ça manquait de grands moments, je trouve. Il n'y avait pas assez d'émotion l'an dernier, voilà, c'était ça que j'avais reproché. Et par rapport au pronostic, à nouveau, un peu comme les filles, il y a deux noms qui se détachent. Forcément, c'est les deux noms que j'ai mis en avant, c'est Voldemort et c'est Cody. Pour moi, c'est les deux qui devraient se partager, enfin ça devrait se jouer entre les deux pour la victoire. McIntyre, je pense que ça va raconter autre chose par rapport à son histoire, développement du personnage. Je pense que il est pas là, il va pas gagner le Rumble. Il aura envie de le gagner bien sûr, mais je pense que ce sera pas pour lui. Ça va se jouer entre ces deux-là, parce que Cody, à nouveau, sa putain d'histoire a terminé. Voldemort, il en a une aussi à terminer pour boucler la boucle. Là, et symboliquement gagner le Rumble qu'il n'a jamais gagné et Main Event Mania, chose qu'il n'a jamais faite, hein, on l'a beaucoup chambré pour ça et donc je pense que ça pourrait bien s'écrire hein, par rapport à la symbolique du Rumble puisqu'il était parti 10 ans, il y a 10 ans après un Rumble. Donc pourquoi pas faire ça, ça me paraît très logique. Et Cody Rhodes pareil. Maintenant Cody il a peut-être un inconvénient, un désavantage, c'est qu'il a gagné l'année dernière. Donc
Alors ça serait pas, c'est déjà arrivé hein, de gagner 2 fois de suite, mais ça me semble pas forcément être le choix le plus évident de faire gagner Cody une deuxième fois. Alors pour moi, ça serait plus Voldemort, honnêtement. Voilà, je sais que j'en ai déjà parlé, je reviendrai pas trop là-dessus, que j'ai pas aimé son retour, mais il faut essayer d'autres objectifs. Et pour moi, ça a l'air d'être construit pour que ce soit lui, et pour qu'il aille chercher Rollins pour Mania. Voilà, on nous l'a teasé largement. Il y a eu des confrontations. Voilà, bon, on sent qu'on va l'avoir le match. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'imprévu, c'est cette blessure de Rollins qui s'est blessé tout seul après un Lion Salt, hein, donc un moonsault en s'appuyant des cordes sur Jinder Mahal lors du main event de Raw. Hein, on a vu tout de suite qu'il s'était tenu le genou gauche et c'était une vraie blessure. Et ça parle de déchirure du tibia et même du ménisque, donc ça peut être très grave. Et l'incertitude plane sur son statut, et notamment est-ce qu'il doit passer ou non par la case opération, ce qui évidemment pourrait changer beaucoup de choses, et évidemment mettre non seulement à mal son programme, tout son programme, même pour Mania, et évidemment donc notamment avec Voldemort, et puis pour les mois à venir, mais aussi et surtout son titre. Quid de son titre? Et justement, on a pu voir dans une bande-annonce pour le prochain Raw, donc celui qui va avoir lieu demain, qu'il va normalement ouvrir Raw pour évoquer son statut. Qu'en est-il déjà de son physique et du titre? Et quand on annonce ça, on se dit oulala, attention, ça sent la libération du titre, quoi. Et le titre vacant. Malheureusement, on est obligé d'y penser. Ça serait terrible, hein, le timing serait horrible. De toute façon, c'est jamais bon, hein, c'est jamais le bon moment pour se blesser, hein, surtout voilà une blessure aussi grave. On a pu le voir aussi pour Cora Jade. Donc il y a beaucoup de grosses blessures comme ça et c'est terrible. Surtout Rollins hein, qui avait déjà vécu une longue blessure il y a quelques temps. Et là, c'est vraiment mais quand même là vraiment vraiment le pire moment là. Et il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et moi, j'avais une idée. Qui serait pas inédite, hein. Je pense, très franchement, que non seulement donc le titre pourrait être rendu vacant, mais qu'on pourrait annoncer du coup que le Rumble serait pour le titre. Voilà, que le Rumble masculin, le vainqueur, deviendrait le tout nouveau champion heavyweight, après que le titre était rendu vacant. Voilà, on a déjà vu un titre être gagné dans un Rumble, dans ce fameux Rumble de 92 remporté par Ric Flair, c'était déjà arrivé. Et puis on a vu aussi que Triple H l'avait gagné en 2016. Aussi, alors c'était un peu différent le contexte, c'était un one versus all. Reigns était champion et puis il devait défendre son titre contre tout le monde. Et puis Triple H a gagné, hein, il a pris le titre, donc c'est pour la hit. Et puis pour que finalement qu'on ait le Reigns Triple H à Mania 32, bon, qui était pas fameux d'ailleurs. Bref, en tout cas c'est déjà arrivé que le titre soit en jeu pour un Rumble, et donc ce serait pas inédit et c'est tout à fait envisageable. Pour moi, alors, même si c'est ça, je pense pas que ça change grand chose par rapport au pronostic, puisque de toute façon ça touche à Raw, ça touche au titre heavyweight, et de toute façon pour moi le favori il est du côté de Raw, très franchement, d'autant plus que si on veut un peu partager les victoires, Bayley étant du côté de SmackDown, bah, ça serait pas déconnant du coup que d'avoir un vainqueur masculin du côté de Raw, et je pense que c'est plus facile d'avoir ça. Et que celui qui affronterait Reigns à Mania, il n'y a pas forcément besoin de gagner le Rumble, voilà, parce faut penser aussi à l'Elimination Chamber qui peut aussi apporter pas mal de choses. Après voilà, il y a plusieurs possibilités, hein, j'y ai réfléchi. Si Rollins, si par hasard, si par chance Rollins va bien, ou s'il a besoin d'un peu de repos ou de quelques semaines de repos, voire de ne pas passer par la case opération, hein, tout dépendra du stade, on va dire, de sa blessure. De niveau 1 ou de niveau 2, c'est pas forcément la même chose. Donc ça peut nécessiter seulement 3-4 semaines de repos, on sait jamais. Si ça peut passer pour Rollins, admettons, Voldemort, pour moi, il gagne le Rumble. Il ira chercher Rollins à Mania. Voilà, très bien. Pour moi, c'est ce qui doit se passer. À l'Elimination Chamber, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un match number one contender dans la chambre d'élimination pour le titre de Reigns à ce moment-là, hein, parce que du coup Voldemort lui il est parti pour Rollins, donc ça c'est fait. Et pour le Chamber, on désigne un challenger pour Reigns, et là on fait gagner soit
Cody pour qu'il puisse terminer son histoire, ou Randy Orton justement, dont la feud, dont le match avec Reigns est toujours très protégé. Ça peut être une idée. Et puis pour les filles, on change pas. Parce que généralement les chambers maintenant c'est quand même plutôt sur les dernières années c'est comme souvent le même format, c'est-à-dire il y a un chamber qui est plus un chamber de titre, un chamber pour être pour un titre en jeu, et l'autre chamber généralement c'est un chamber de challenge, pour être challenger. Donc si on considère que le match pour désigner un challenger à Reigns du coup a lieu pour les hommes, pour les filles on aurait plus un chamber de titre. Et donc, comme ça manque de densité à SmackDown, donc je verrais bien Ripley défendre son titre à l'Elimination Chamber, surtout qu'elle sera chez elle en Australie, elle défendra son titre, elle le gagnera, et ça officialisera le Becky contre Ripley à Mania, hein. Je pense que, on attendra les weekly qui suivent, le prochain Raw, et puis Becky se confrontera à Ripley, et puis terminé, voilà, on aura le match. Donc ça changera rien pour les filles. Donc là c'est le premier scénario en tout cas, avec donc Rollins qui va bien, voilà, donc Voldemort qui gagne, et on a ce number one contender match au Chamber pour Reigns. Et donc la deuxième possibilité c'est si Rollins est blessé à ce moment-là, et qui rend son titre vacant, donc le Rumble devient, pour moi, hein, selon mon scénario, le Rumble devient un Rumble pour le titre Heavyweight. À ce moment-là, ça change rien au scénario. Voldemort gagne et devient champion, parce que Cody, il a une histoire, une longue histoire à finir, et je trouvais que ça terminerait en tarte à la crème de se dire ah ça y est, il devient champion, on gagne le Rumble. Ah ça y est, j'ai l'émotion, ça y est, c'est fini. Bah non, l'émotion, vraiment l'histoire, elle doit se terminer quand il battra Reigns, pas quand il gagnera un Rumble. Ça serait non, ça n'irait pas. Donc pour moi ça change rien, faut pas que Cody gagne comme ça. Donc le titre, ce serait pas à lui de le gagner. Ça irait donc plus du côté de Voldemort. Donc ça change rien au scénario. Mais par contre ce qui changerait, ce serait pour le Rumble, c'est pour l'Elimination Chamber, parce que à ce moment-là, il faudrait un challenger pour Voldemort, justement pour désigner son futur challenger à Mania. Et c'est là qu'à ce moment-là les choses changeraient. Et au lieu de faire un match number one contender pour le titre de Reigns, je ferai un match number one contender pour le titre de Voldemort à l'Elimination Chamber, que gagnerait Cody. Et voilà, on tient à ce moment-là une affiche qui n'était pas prévue, mais comme les deux vont se confronter en plus à Raw, là demain, ça tombe bien, on aurait notre Voldemort contre Cody, qui pourrait aussi être une affiche vendeuse, qui peut avoir de la gueule pour Mania 40. Voilà, et voilà, et ça nous règle l'affaire. Donc la blessure évidemment de Rollins, elle est chiante, elle est très très chiante, mais on peut retomber sur nos pieds avec d'autres solutions, et je pense que le titre en jeu dans le Rumble masculin, ça me semble être une bonne solution. Et puis évidemment, on sait jamais, peut-être que Priest va arriver au moment où on va dire que le titre est vacant. Priest il va peut-être se présenter et attaquer Rollins, hein, bon. On sait jamais, hein, mais j'y crois pas. Mais ou alors, il va dire, non, mais du coup, j'ai la mallette. À ce moment-là, le titre est vacant. Moi, j'ai la mallette, donc je suis futur champion par définition. Donc, donnez-moi la ceinture directement, en fait. On peut avoir un angle comme ça, hein. On sait jamais. Et puis, il va dire ça à Adam Pearce. Et puis, il dit non, ça se passe pas comme ça. Et puis, comme ils ont le Judgment Day maintenant, ils ont beaucoup de pognon, hein, grâce à R-Truth. Ils diront, attendez. Là, regardez, il va ouvrir sa mallette là, Damien Priest, il va dire, regardez tout le pognon que j'ai là. Hop, tout le merch là qu'on a vendu. Regardez tout le pognon qu'on a amassé là grâce à R-Truth. Voilà, hop, on corrompt un peu Adam Pearce et pour avoir la ceinture. Bon, je vais un peu loin, mais ça pourrait être drôle. Bref, voilà, donc je pense qu'on peut quand même retomber sur nos pieds, même si le pire est envisagé et que Rollins doit rendre son titre vacant et partir sur une opération et sur de longs mois de convalescence. On espère que ça va pas arriver, mais malheureusement il faut aussi prendre ça en considération. C'est vraiment pas le bon moment. Mais voilà, donc pour le pronostic, je vais rester quand même avec une victoire de Voldemort, c'est pas forcément lui que j'avais envie de voir chez VVE de retour, hein. Maintenant que c'est fait, voilà, maintenant on va aller au bout de l'idée, hein. Et je pense que c'est plutôt lui qui va aller gagner ce Rumble et aller chercher Rollins
si tout va bien, ou bah, peut-être passer au plan B avec une affiche contre Cody Rhodes qui peut être aussi très très vendeuse. Alors vous me direz oui, mais alors du coup Cody il termine pas son histoire. Bah si, Cody peut terminer son histoire en gagnant quand même un titre, du coup à Mania, pas forcément face à Roman Reigns du coup, pas forcément face à l'adversaire prévu, mais il peut aussi tout à fait aller chercher Roman Reigns si il gagne finalement le Chamber, comme je vous l'ai dit, pour désigner un challenger à Reigns, et puis dans l'hypothèse où bah, du coup Rollins devait être blessé. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités, quand même pour que Cody au final à Mania prenne un titre suprême, donc sur, quand même dans une grande scène, dans un événement majeur et symbolique en plus du 40, WrestleMania 40, donc il peut quand même aller chercher un titre suprême, même si ça sera peut-être pas forcément face à Reigns, mais on verra comment ça va être raconté. Mais je pense qu'ils vont réussir à retomber sur leurs pattes. Voilà ben, un peu tout ce qu'on pouvait dire sur le Rumble, hein. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, même s'il n'y avait pas beaucoup de matchs, mais le Rumble, ça fait forcément beaucoup parler, il y a beaucoup de possibilités, des histoires, etc. Ben, là pareil que les filles d'ailleurs, hein. J'attends beaucoup de storytelling. Je pense que même si je suis pas fan de l'histoire entre le R-Truth et le Judgment Day, voilà, il y a des petits moments sympas, mais je trouve que c'est pas, ça a rien à faire là, enfin pour moi, parce que le Judgment Day c'est quand même un clan sérieux qui possède des titres et qui même en vise un plus énorme, hein, avec Priest. Je pense que faudrait un peu arrêter avec R-Truth parce que c'est trop, il y a trop de moments du coup comédie qui se mêlent au Judgment Day. J'aurais préféré qu'R-Truth soit mêlé à autre chose. Donc je pense que quand on insiste comme ça sur une histoire à quelques semaines de Mania, de Rumble pardon, c'est pour que ça serve justement lors du Rumble. C'est du classique VVE ça, de créer une petite histoire au long cours quelques semaines avant Rumble pour que ça serve. Donc je pense que forcément ça va avoir des répercussions, on va avoir un truth encore complètement aux fraises et qui va faire n'importe quoi et qui risque de foutre la merde et de causer quelques éliminations peut-être du côté du Judgment Day. Donc il y aura forcément un truc à attendre, un gros truc au sein du Judgment Day. Mais voilà, donc il y a des histoires à raconter encore. Il y aura des petits moments sympas avec Alpha Academy, probablement aussi entre le Final Testament et Lashley et les Profits. Là aussi, je pense qu'il peut y avoir aussi des auto-éliminations, des trucs comme ça. Donc là aussi, pour continuer à nourrir la feud, ça paraît logique. Donc bah, là aussi, il faut créer des moments et s'en servir pour raconter des histoires. Je pense à Shawn Michaels, qui pour moi est celui qui raconte le mieux les histoires dans les batailles royales. On l'a encore vu lors de NXT, la bataille royale féminine. Et où il fait, je trouve, très bien les choses. C'est-à-dire que lors d'un combat, il arrive à nous créer plein d'histoires. Soit il en développe, soit il en fait naître. Et d'un coup, là, à l'issue de la bataille royale, on se dit waouh, le mec, il t'a réussi à développer déjà 3 mois d'histoire. Rien que dans une bataille royale, il y en a déjà pour 3 mois d'histoire à développer quoi. Donc c'est très fort et je trouve que Shawn Michaels c'est celui qui s'en sort le mieux en termes de booking comme ça de bataille royale ou de Rumble. Bon, c'est pratiquement la même chose, mais je trouve que moi j'aimerais bien que son expertise, en tout cas ses compétences là-dessus, puissent servir lors du Rumble. Ça serait bien parce que il arrive à faire ce qu'il faut justement pour raconter des histoires au sein des Rumble, au sein d'une bataille royale. Ça, je pense que c'est très important de le faire. Comme chaque année. Voilà, on va terminer donc cette vidéo comme le veut la tradition par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés lors du dernier mois écoulé, hein, ça va exactement du 18 décembre jusqu'au 21 janvier, jusqu'à aujourd'hui, donc plus d'un mois de matchs qui ont pu avoir lieu partout dans le monde. Ça a été très très difficile de faire un choix évidemment. Je pourrais juste noter quelques matchs qu'il faut avoir vu qui seront pas dans le top 5 mais qui en étaient pas loin, hein. Je pense à Mirai contre Saori Anou du côté de la Stardom, donc de Dream Kingdom, qui était l'un des très gros matchs, tout comme le mini-event qui a suivi d'ailleurs entre Suzuki et Maika. C'était vraiment un super match. En plus c'était pour le titre suprême, hein, pour la Red Belt. Masha Slamovich contre Yamashita, deux filles badass à souhait qui se sont mis sur la gueule à la Tokyo Joshi Pro le 4 janvier. C'était encore un super match à voir à tout prix. Sari, hein, l'ancienne de chez NXT, hein, Sari, on s'en souvient, contre Hashimoto, donc un show spécial, veut dire
Produce Sari, hein, vraiment un show pour Sari, qui a eu lieu aussi il y a quelques jours, qui était un super match. Nakajima contre Kento Miyara, ça c'était du côté de la All Japan, c'était aussi un gros match, hein, évidemment. Danielson contre Okada, Wrestle Kingdom, forcément il faut aussi le sortir, faut le ressortir, 4,5 pour moi, parce que la fin je l'ai trouvé un petit peu abrupte, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique, pour aller un petit peu au-delà et rentrer justement dans de l'épicness, et c'est ce qui m'a manqué pour aller au-delà du 4,5, mais ça reste quand même un très gros match. Les yes du public, quoi, le public japonais qui fait des yes yes yes, c'était quand même un grand moment, hein. Ça fait vibrer. Adam Copeland, hein, contre Christian, hein, les deux amis de toujours qui se sont affrontés à World's End, pour moi c'était le meilleur match du show, très old school, mais no DQ, ils nous ont bien raconté le match, pour moi c'était très bien. Alors le post-match, cette espèce de cash-in, pour moi, il était complètement incohérent. Ça, c'était nul. Mais le match en lui-même, il était vraiment très bien raconté. C'était très chouette. Je suis sur un bon 4,15. Gunther contre le Miz, aussi du côté d'Euro. Sous tout début donc, de ma période d'éligibilité pour le top 5. Le 18 décembre. C'était un très très bon match aussi. Encore Gunther qui a encore tiré le meilleur du Miz. Black Taurus contre Vikingo du côté de Rampage. Très cool. Et du match du côté de New Year's Smash pour All Elite avec Moxley, White et Swerve, hein, c'était lors du Cruiserweight, enfin du titre pardon, Continental Classic, c'était très bien. Et puis Danielson contre Castagnoli lors de Collision, c'était également très bien. Voilà, donc il y a plein de matchs, hein, qui étaient éligibles, mais j'en ai trouvé encore des meilleurs. Et on va commencer donc par le numéro 5 justement de ce classement. Il s'agit de Keno contre Manabu Soya. C'était à la Noah, donc Noah the New Year 2024. C'était le 2 janvier. La note 4,5. C'était un match qui comptait pour le titre GHC Heavyweight, détenu par Keno, hein, depuis fin octobre, hein, en détrônant Jake Lee. C'est la toute première fois, hein, que Keno affrontait Manabu Soya, son ancien soldat, hein, du clan Congo, dont Keno fut le leader jusqu'à la fin du clan, hein, l'année dernière. Deux hommes ayant 39 ans, hein, tous les deux, ayant seulement 9 jours d'écart d'ailleurs. Un beau duel, hein, entre d'un côté la technique et la percussion des coups de pied de Keno, et de l'autre la force pure de Soya. Un beau bébé bien plus lourd, hein, puissant et massif, hein, bien plus puissant et massif que son adversaire, qui va davantage user de sa force à base de power slam, de spear ou de lariat dévastatrice, mais il est aussi capable de voltige, hein, notamment avec ce très beau suicide dive, hein, qu'on lui verra faire jusqu'au bout de la rampe. Le match est très intense, hein, ça cogne fort. Soya donne beaucoup de fil à retordre au champion et se montre fort résistant. Il faudra une soumission bien appliquée, hein, pour mettre fin à ce combat sans merci, à haute intensité. Un excellent match de Puro dans sa plus pure tradition qui mérite cette note élevée de 4 étoiles et demi. On va passer maintenant au match suivant, donc le numéro 4. Il s'agit de Will Ospreay contre Kazuchika Okada. C'était lors du show New Japan Battle in the Valley, c'était le 13 janvier. 4,5 pour la note. C'était le main event du show, donc de Battle in the Valley, un grand classique de la New Japan, hein, parfaitement résumé dans le vidéo package précédant le match. Okada menant largement les débats dans leur confrontation directe, 7 victoires à 2. Ospreay ayant gagné les 2 fois, hein, grâce au Stormbreaker, hein. Il était donc intéressant de voir si Ospreay pouvait à nouveau gagner, et s'il pouvait le faire avec une autre prise ou non que le Stormbreaker. On a également rappelé le fait que les deux étaient tous les deux ensemble dans le clan Chaos, hein, il y a quelques années de cela. Un match forcément bourré de storytelling entre deux hommes qui se connaissent parfaitement et sans conteste parmi les meilleurs catcheurs de la planète, hein, depuis plusieurs années. Ce fut un excellent main event, hein, dans la plus pure tradition des main events de New Japan, entre un Ospreay flamboyant et très soutenu par le public de San Jose en Californie, et un Okada également soutenu, hein, mais aussi hué, hein, de par son attitude assez île et arrogante à laquelle on est désormais habitué depuis quelques temps. Les moves sont effectués à la perfection, les contres sont hallucinants, comme le Rainmaker d'Okada contré par un Spanish Fly d'Ospreay, ou bien le dropkick d'Okada contré en plein vol par une powerbomb d'Ospreay. Les vols de finisher seront aussi de la partie, avec le Stormbreaker porté par Okada et le Rainmaker porté par Ospreay, hein, mais les deux réussiront à s'en dégager. Le public est bien investi, le match est serré et la fin de match très indécise, mais finalement l'un des deux catcheurs finira par s'épuiser, ne plus pouvoir répondre aux assauts de son adversaire, ce qui occasionnera un ultime finisher sous les acclamations du public, hein. Les deux hommes sont écroulés au sol et ont une nouvelle fois offert une formidable partition, bien qu'elle ne fût pas la meilleure qu'ils aient proposée, mais c'est bien évidemment un match hautement recommandable à ne pas rater pour tout amoureux du catch qui se respecte. Le gagnant relèvera le perdant, hein, pour une très belle accolade entre deux catcheurs d'exception.
Il faut en profiter puisque le dernier match d'Ospreay chez New Japan approche avant d'arriver chez All Elite. Ce sera le 11 février à New Beginning in Osaka, ce qui expliquera aussi le post-match qu'on verra ensuite. Et Ospreay sera peut-être bientôt rejoint par Okada, justement, dont je parlais tout à l'heure, dont le départ donc, de chez New Japan a beaucoup surpris cette semaine. Donc 4 étoiles et demie pour cette énième banger signée par les deux hommes. On passe maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Mayu Iwatani contre Syuri. C'était lors du show Stardom Itinion Stardom Gate 2024. C'était le 4 janvier et la note 4 étoiles 75. C'était un match qui comptait pour le titre IWGP Women's Title détenu par Iwatani depuis avril dernier. Titre qu'elle avait d'ailleurs pris à une certaine Mercedes Moné. C'était la 4e fois qu'Iwatani et Syuri s'affrontaient. Syuri menant 2 victoires à 1 dans leur confrontation directe. Très franchement, j'ai pas assez de superlatifs pour décrire ce match tellement il fut incroyable. Ces deux-là se sont livrés à une guerre sans merci et ont absolument tout donné pour remporter la victoire. Les German Suplex et les kicks ont plu. Les Near Fall frissons furent légion. Les Poison Rana, les Dragon Suplex étaient également au rendez-vous. Syuri nous fait aussi profiter de sa science de la soumission qu'elle a pu développer durant ses années passées à l'UFC. L'alchimie saute aux yeux lorsqu'on voit ces deux-là s'affronter et c'est tout bénef pour les spectateurs et les fans qui ont pu voir le match. 20 minutes de pure action non-stop avec un suspense savamment distillé. Le move qui mettra fin au débat est juste hallucinant et justifie à lui seul que l'on jette un œil à ce match. Les deux filles finissent épuisées, nous aussi. Un match absolument splendide, hallucinant. Pour le moment, pour moi en tout cas, le meilleur match féminin de l'année. Et il sera déjà difficile de faire mieux, très honnêtement. Syuri et Iwatani sont deux des meilleures catcheuses, non seulement de Stardom, mais aussi de la planète. Et elles ont pu largement le prouver ici. 4 étoiles 75 pour ce petit bijou à ne rater sous aucun prétexte. On passe maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit de Will Ospreay contre Josh Alexander. C'était lors de la Weekly TNA Impact Wrestling le 18 janvier, c'était cette semaine. 4 étoiles 75 pour la note. Un match qui a été enregistré alors le 14 janvier, au lendemain du pay-per-view Hard to Kill, qui signait le grand retour de la TNA. Et pour cette première weekly, depuis leur retour, la compagnie nous offrait un main event, un sacré cadeau, avec le match revanche entre Alexander et Ospreay. J'avais d'ailleurs déjà évoqué leur premier match dans un récent top 5, et il paraissait déjà acquis que ce match revanche y figurerait aussi. À nouveau un match incroyable entre deux des meilleurs catcheurs de la planète et qui en plus est disponible gratuitement et en intégralité sur la chaîne YouTube de la TNA. Il faut donc évidemment courir voir ce match. Un pur match de gala, hyper spectaculaire et bien équilibré, au-dessus duquel les ombres de Kurt Angle et des Jay Styles auront plané, un tel un symbole. Le moment le plus marquant du match aura sans doute été le Tiger Driver porté par Ospreay directement sur une table placée à l'extérieur qui va se détruire dans la foulée. Un spot hyper spectaculaire dont Alexander mettra du temps à se remettre, ce qui permettra à Ospreay de se montrer très arrogant durant cette phase avant un comeback très énergique d'Alexander qui portera plus tard un Tombstone Pile Driver à son adversaire directement sur la rampe. Le match est très équilibré et devient fou, le public embarque bien et Alexander arrive même à porter un Styles Clash, chose qu'Ospreay n'avait pas réussi à réaliser juste quelques secondes auparavant. C'est l'un des finishers des deux hommes qui mettra un terme au combat, le tout sous les applaudissements nourris du public. Scott D'Amore en personne viendra sortir une sacrée promo, pleine de passion pour l'industrie du catch et rendant également hommage à ces deux catcheurs, Ospreay ayant souvent dit qu'il était un TNA Kid et qu'il était très reconnaissant d'avoir pu prendre part au retour de la TNA. Il dit d'ailleurs qu'il espère revenir un jour, et pourquoi pas pour un match 3 face à Alexander. Vraiment un super match, une dinguerie vraiment qui mérite amplement son 4 étoiles 75. Ce match transpire le catch et justifie à lui seul la raison de notre passion. Ospreay a déjà 2 matchs dans le premier top 5 de l'année et continue donc sur sa lancée de 2023. Ça promet quand même beaucoup pour la suite de l'année. Et on va terminer par le numéro 1, le match que j'ai préféré ce dernier mois. Il s'agit de Jon Moxley contre Shingo Takagi. C'était à nouveau lors du show New Japan Battle in the Valley le 13 janvier. Ma note 4,75. Ce match n'était même pas le main-event du show, puisque c'était justement le Okada contre Ospreay dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce fut une sacrée rampe de lancement en attendant le main-event. Un match no DQ entre deux hommes qui s'étaient déjà affrontés une fois en 2019 lors d'un match du G1 Climax, match remporté par Moxley pour l'anecdote. Ce match revanche a été proposé par Takagi lui-même lors de New Year's Dash, au lendemain
de Wrestle Kingdom, match que Moxley a donc accepté, mais à condition d'en faire un match no DQ. C'est ainsi que ces deux hommes se sont lancés à corps perdu dans cette véritable guerre de bonhommes d'une durée de 26 minutes, au cours de laquelle on aura vu pas mal d'armes utilisées, à savoir des chaises, des tables, une chaîne, des kendo sticks et des poubelles. Pour une fois, Moxley ne sera pas le premier à saigner, mais il saignera bien évidemment plus tard, comme à son habitude. Les deux sont vraiment allés à la guerre, en se mettant sur la gueule comme si leur vie en dépendait. Le suspense est là, le public est à fond. Les nearfalls, quoiqu'un poil trop nombreux, sont efficaces pour provoquer des réactions chez chacun d'entre nous. Et la dramaturgie s'installe bien jusqu'à la mise à mort finale. Le fist bump final entre les deux hommes à l'issue du match montrera à quel point ils se respectent mutuellement. Petite surprise au passage avec Moxley qui va défier le nouveau champion de la New Japan, Naito, lors du show Windy City Riot du 12 avril à Chicago. Le tout sous une grosse pop du public. Donc si vous n'êtes pas trop fâché avec les matchs violents, ce match est à voir à tout prix. C'est pour le moment le meilleur match que j'ai vu en ce début d'année 2024. 4 étoiles sur 75 donc pour ce grand moment de catch et d'émotion. Voilà, c'est terminé pour ce top 5 et c'est donc terminé pour ce 25e numéro du Manso Catch. J'espère que ça vous plaira et que vous l'écouterez au plus grand nombre. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt, comme l'indique mon visuel. Si tout va bien, et normalement ça devrait être le cas, on se retrouve le lendemain du Royal Rumble, donc dans une semaine, le 28 janvier, pour la review du pay-per-view. Donc il y aura forcément beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on passera un bon moment, parce que les Royal Rumble sont pas forcément extraordinaires, je trouve, ces dernières années. En tout cas, les tout derniers, là, c'est pas extraordinaire. Donc j'espère que le Royal Rumble va retrouver un petit peu plus de lustre et qu'il pourra rentrer dans la conversation pour être dans les meilleurs pay-per-view de l'année chez VVE, quoi. Parce que c'était pas trop le cas, je trouve, ces derniers temps. Sur ces 2-3 dernières années. Donc j'espère qu'on va retrouver un grand pay-per-view. Voilà, donc on se retrouve donc dans une semaine. Portez-vous bien. Très bonne fin de semaine et par avance très bonne semaine prochaine. On va se hyper petit à petit pour le Rumble. Voilà, préparez-vous à regarder ce show avec les potes, quoi, si vous le pouvez. C'est un moment unique dans l'année qu'il faut regarder entre potes, quoi. C'est l'idéal pour ça. C'est génial. On va encore passer des moments inoubliables. En tout cas, je l'espère. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Très bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et cero miedo. Ciao à tous.